Ce que je cherche à vous proposer aujourd'hui, c'est les acquis récents, entre guillemets, de l'archéologie en Morvan, en utilisant parfaitement. C'est plutôt les campagnes, les environs de ce Morvan, pris dans son acception à la fois géologique et géographique, puisque je n'ai jamais rien présenté devant vous, mais je suis morvandio de beaucoup de mes côtés, puisque ma mère est de l'Orme et puis mon père de Saint-Agnan. Voilà. J'habite moi-même Guyan-Glen. Alors, je vous ai toujours évité parce qu'en fait, je suis depuis très longtemps à la Société d'études de la Vallonnais et président de l'association archéologique de la Vallonnais, donc je suis dans la partie nord-morvandaine, on va dire, pour ce qui est de mes activités. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je ne me trompe pas avec cet engin, c'est d'autres qui en marche arrière. Ça fonctionnait parfaitement tout à l'heure. Oui, oui. Ah, Voilà. Mais tu peux avancer. C'est bon, c'est pas trop vite ça. Sinon, le problème, c'est que je ne sais pas sur quel bouton j'ai appuyé. Mais c'est pas grave. voilà. Alors, comme je vous le disais, l'acception que j'entendrai par Morvan aujourd'hui, c'est essentiellement la partie, on va dire, montueuse du cœur de la Bourgogne actuelle, ce qui fait partie du cœur également de la cité des Éduins, cette nation gauloise qui a été conservée in extenso lors de la conquête. Et ce Morvan, comme vous le voyez à travers cette carte restituée, est bien au cœur de cette nation qui est certainement l'une des plus puissantes des 67 nations qui constituent la Gaule romaine, en tout du moins les trois Gaules. Donc j'éviterai évidemment les éléments périphériques hautains, l'élément central également d'Ibracte, pour vous parler essentiellement du cœur morvandieux. Donc ça ne fonctionne pas comme je le veux, mais j'ai compris, c'est fantastique, je vais pouvoir y arriver facilement. Alors quand on parle évidemment de ces périodes relativement anciennes, l'idée que l'on a tous, c'est de se tourner vers les textes. Nous avons tous cependant en tête que l'essentiel de la donnée scientifique concernant la Gaule romaine, et nos régions en particulier, tiennent dans quelques pages. Si on cumule finalement la totalité des pages qui parlent effectivement de la Gaule à l'époque romaine, on aurait difficilement un opuscule normal de Frédéric Dard en volume. Ce serait 150 pages environ au maximum pour décrire ces territoires. Alors on a malgré tout quelques documents intéressants qui concernent spécifiquement la région, en particulier ces fameux itinéraires que vous connaissez, itinéraire d'Antonin et table de Peutinger, qui donnent des éléments de détail, on va dire, sur ce secteur, avec la présence pour notre région donc d'Autun, de Saulieu, d'Avalon, et puis également de Boxum, localisé soit à Lanty, soit à la Comelle, ou encore de Toulon sur Arroux. Bref, le Morvan se situe bien sur cette carte antique, au milieu de voies, on voit assez importantes, en particulier la voie qui est en vert, dont je parlerai plus tard, qui est, on va dire, l'une des 4 grandes voies principales de l'Occident romain, qui traverse donc l'Orient du Morvan. Alors, petit mot aussi pour parler, on parle de Morvan. Vous savez que ce terme, il a eu, on va dire, une destinée assez particulière, puisque au départ, ce n'est pas un terme véritablement ancien, puisqu'il apparaît au 7e siècle dans les environs de Corbigny, et qui n'a pas d'existence et de légitimité historique ni administrative à l'époque romaine. Donc on parle de Morvan, non pas Morvan, ce n'est pas un mot que l'on peut pour l'instant affirmer comme étant d'origine gauloise ou romaine, malgré sa forme étymologique. Si on replace ça sur une carte, cette fois-ci à l'échelle de notre région, les différents axes et les différents lieux qui ont été identifiés dans le secteur, vous avez en particulier la voie dont je vous parlais, la grande voie, qui permet de relier Lyon, la Méditerranée à la Manche, à la Grande-Bretagne, qui donc est bien connue sur le terrain, on le verra, et qui franchit l'est du Morvan, avec 3 agglomérations, 3 stations entre guillemets qui sont mentionnées dans plusieurs sources, et puis une autre voie qui part vers l'ouest. Nous avons également un document écrit qui nous parle encore du Morvan. C'est celui qui a été rédigé par Ammien Marcellin, donc un militaire qui a beaucoup traversé la Gaule dans la seconde moitié du IVe siècle après Jésus-Christ, et qui nous signale un autre lieu, un autre axe qui relie Autun à Auxerre par le Morvan. Alors c'est plus ou moins ce qu'on en déduit
d'un texte qui est malheureusement abîmé pour le nom de la ville intermédiaire, qui s'appelle Arbor quelque chose, qui est traditionnellement assimilé à l'Orbe sans aucune preuve. Ce qu'on peut en dire, c'est que ce parcours, il se fait bien par les montagnes et par des lieux forestiers, plus difficiles que la route normale, donc l'ancienne grande voie qui est en bleu, la voie publique, qui n'était pas praticable ce 24 juin 356 à l'aube, parce qu'il y avait des vilains alamans qui bloquaient le passage. Donc, ce qui nous fait connaître l'existence de voies secondaires dans le monde. Alors, en dehors de cette documentation, en dehors de cette documentation, les seuls éléments dont on dispose pour recréer finalement l'histoire du Morvan, c'est des textes beaucoup plus récents, en particulier ces fameuses cherches du Morvan, cherches de feu de 1409 et de 1475, qui nous font découvrir, c'est les premiers textes de détail, qui nous font découvrir qu'à cette date-là, au XVe siècle, on a également des textes de 1309 un petit peu du même type, qu'à peu près tous les hameaux de l'Autunois et du Haut-Morvan existent déjà. Tous les villages, toutes les fermes, à part quelques très rares exceptions, existent déjà. En d'autres termes, vous voyez dans mon introduction ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que finalement, pour la période qui est antérieure au XIVe siècle, on n'a aucun texte de détail. Et quand on a les premiers textes conservés, parce qu'évidemment il y a plein de textes avant, mais qui ont disparu, et bien quand on a les premiers textes conservés, tout le territoire tel qu'on le connaît aujourd'hui, fermes, villages, hameaux, existent déjà. Alors, ces hameaux, on a donc entendu qu'ils apparaissaient au moment où ces premiers textes apparaissaient, en imaginant qu'il n'y ait pas de peuplement antérieur au XIVe siècle, mais évidemment, comme pour les autres régions, on s'est rendu compte que c'était uniquement un effet de source, qu'il nous manquait les textes du XIIe, il manquait les textes du XIe, du Xe, du IXe, etc. Et évidemment, les textes romains. On est donc obligé, vous l'avez saisi, de passer par d'autres méthodes que les textes, qui ne nous apportent rien, à part de la confusion, et de se pencher sur les données factuelles, les données archéologiques. Alors, ce point de départ, finalement, il y a 20 ans, il a en réalité été motivé par des archéologues assez spécialisés, qu'on appelle les paléo-environnementalistes, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à l'évolution du climat et de l'environnement. Et c'est eux, en particulier, lors de la thèse d'Isabelle Jouffroy, à la fin des années 90 et au tout début des années 2000, qui ont été faire des carottages dans les différents lieux humides, en particulier tourbières du Morvan, et qui se sont aperçus que, en regardant dans les carottes, dans les différents petits niveaux de la tourbe qui avait été accumulée depuis la fin de la glaciation jusqu'à aujourd'hui, du niveau le plus bas au niveau le plus haut, eh bien on pouvait reconstituer l'histoire environnementale du Morvan, et ils sont aperçus que le Moyen-Âge n'était pas la première période où on avait des traces d'éléments humains. Alors, je ne vais pas vous décrire précisément ce diagramme, je l'ai mis surtout pour montrer que c'est scientifique, c'est compliqué tout ça. Bref, il y a des preuves. Mais on retiendra que dans ces travaux d'Isabelle Jouffroy, dans les différentes tourbières, celle de Natalou par exemple, à côté de Montsauche, ou celle des sources de Lyon, eh bien, on observe des traces humaines depuis le néolithique, et en particulier un défrichement assez systématique depuis la période proto-historique, en particulier le premier âge du fer, dans les années entre 600 et 400 avant Jésus-Christ. Donc retenons que les grandes phases d'appropriation du territoire d'après les données paléo-environnementales, eh bien c'est, on va dire, 2000 ans avant les textes qui nous mentionnent une densité forte dans le monde. On a également d'autres éléments qui nous prouvent qu'à l'époque gauloise, donc à la fin de l'époque gauloise, à l'époque de la conquête et puis à l'époque romaine, eh bien cette densité est forte. Il y a des céréales jusqu'à 700-800 mètres d'altitude. Il y a une faible présence de la forêt, malgré tout avec des variations en fonction des périodes, une remontée en particulier de la forêt au cours du Haut Moyen-Âge, et puis également une pression humaine assez importante avec de l'élevage intense, en particulier ici aux sources de Lyon, avec à l'époque de l'Athènes et à la fin de l'époque de l'Athènes et à l'époque romaine, beaucoup d'organismes coprolites, c'est-à-dire qui mangent les de coprophages, qui mangent les coprolites, les déjections des vaches, qui nous prouve qu'il y a donc beaucoup d'élevage déjà à cette période-là, à l'époque romaine en particulier. Donc ces éléments-là ont été confrontés finalement à la documentation existante. Vous avez tous en mémoire évidemment les travaux du docteur Olivier, et puis les quelques fouilles qui ont pu avoir lieu dans ce Morvan. On va dire, elles nous apportaient des éléments extrêmement ponctuels, des découvertes, on va dire, tout à fait exceptionnelles, mais qu'on n'arrivait pas à recaler, à replacer dans un contexte général. Les Bardiaux, comment expliquer l'existence d'un théâtre en plein Morvan ?
l'existence de toutes ces stèles, de toutes ces bornes niches à chiens, telles qu'on les appelle, comme celle de Glu, qui sont en fait des supports pour mettre des urnes à l'époque romaine. Il y en a quasiment une dans tous les hameaux, donc ça veut dire s'il y a des gens qui sont morts, c'est qu'a priori, ils ont vécu précédemment. Ces trésors trouvés également à la Comète, bref, beaucoup de choses connues ponctuellement, mais dont on n'imaginait pas finalement comment la relier à un vrai tissu du peuple russe. Alors pourquoi finalement a-t-on du mal à identifier les sites? Eh bien, c'est essentiellement dû aux conditions environnementales, qui fait que les méthodes d'identification des sites archéologiques, de découverte des sites archéologiques, sont beaucoup plus complexes en Morvan. La principale méthode qui est utilisée traditionnellement dans les années 90-2000 et qu'on a mis en œuvre en particulier dans le nord Morvan entre 1999 et 2017, mais également dans le sud Morvan entre 2008 et 2019, eh bien, c'est la prospection qu'on appelle au sol ou terrestre, qui consiste à obliger à des étudiants à venir dans le Morvan, à mettre des bottes, prendre des sacs dans les mains et puis traverser les champs à tous les 10 mètres. Et ils doivent ramasser tout ce qui est anormal dans un champ, en particulier des mobiliers archéologiques. Donc cette méthode elle est relativement utile et efficace, puisque évidemment, quand un labour a lieu, le mobilier qui est contenu dans les couches archéologiques les plus superficielles de sites archéologiques à raser par le temps, vont remonter à la surface et on va donc pouvoir récupérer des matériaux de construction, des céramiques de toutes les périodes, des objets divers qui vont permettre donc d'identifier, de délimiter des sites archéologiques. Ça marche très bien évidemment dans des zones de grands labours. Le problème du Morvan, vous l'avez tous en tête, c'est qu'on voit à travers cette image prise ici sur la commune de la Grande Verrière, on voit évidemment qu'il y a très peu de champs labourés, donc très peu d'espace où on peut trouver ces sites archéologiques facilement. Malgré tout, on voit qu'on peut en trouver des sites archéologiques. Voilà des photos faites ici sur la commune d'Arleuve, où on voit dans le labour la présence de céramique, ici de la céramique romaine et du Haut-Moyen-Âge. Mais il y a seulement 7% des parcelles qui sont effectivement exploitables de cette façon. Donc on peut au maximum trouver 7% des sites archéologiques. Malgré tout, ces sites peuvent être tout à fait remarquables. Voilà ici une photographie à Montlon qui nous montre une ferme romaine un peu cossue. Dans le champ, on peut tous distinguer ces points rouges qui sont des tuiles romaines qu'on reconnaît très facilement. C'est comme ça qu'on arrive à dater les sites. Elles se distinguent des tuiles médiévales ou modernes par leur épaisseur et puis leur apparence. Et puis, dans certains secteurs, eh bien, on a la chance d'avoir des vestiges suffisamment importants. Donc là, le champ est labouré. On voit ces tuiles qui sont montées par le labour. Et puis dans le bois derrière, j'ai fait une photo du bois avec un étudiant qui fait l'échelle. On voit qu'on a ce qu'on appelle des meurgers, des tas de pierres qui sont des bâtiments romains effondrés. On voit d'ailleurs un bloc romain devant. Donc on a aussi la possibilité évidemment d'avoir des vestiges en sous-bois, mais qui sont plus difficilement détectables. Alors on a donc parcouru de cette façon-là un grand nombre de territoires, dans les 14 communes du sud du Morvan, mais également dans la partie nord, dans la Vallonnais. Ce qui nous a apporté un grand nombre de découvertes. Alors pour donner un ordre d'idée, dans l'Autunois-Morvan, les 14 communes autour de Bibrac-Théotin, c'est environ 500 sites qui ont été découverts de cette façon-là. Et puis pour la partie nord, la Vallonnais, on a beaucoup plus travaillé, c'est de l'ordre de 1500 sites, mais sur un territoire un peu plus large. Donc c'est le mobilier évidemment récolté sur ces sites qui nous permettent d'avoir une datation précise, parfois à la dizaine d'années, pour des périodes particulières, comme le tout début de l'époque romaine, la fin de l'époque gauloise et l'époque romaine, où la datation des ensembles céramiques est tout à fait facile par l'évolution très rapide des goûts. Donc voilà quelques cartes d'exemple qui vous montrent la densité des parcelles réalisées, qui sont en grisé, et puis en noir, ici des sites antiques. On voit la densité de sites archéologiques qu'on peut découvrir ici sur la commune de Montlon. Donc voilà où on en est finalement en 2014. Dans cette partie sud du Morvan, on a malheureusement fait, vous voyez, qu'une petite partie, tous les petits carrés noirs, c'est les parcelles labourées. Et on voit qu'encore une fois, c'est le Piémont qui a été favorisé, parce que c'est là qu'il a été labouré. Et le Haut-Morvan, en particulier le massif du Haut-Folin, est beaucoup plus difficile à parcourir. C'est de la pâture, c'est de la forêt. Et là, on doit travailler évidemment autrement. Alors, malgré tout, cette prospection terrestre, elle peut profiter, on va dire, de quelques aléas particuliers. Par exemple, le vidage des grands lacs du Morvan, qui est l'occasion, finalement, d'avoir des fenêtres ouvertes sur le passé, puisque le lac, on voit ici le lac des Sétons vidé, vous l'avez tous vu cet hiver, enfin l'an dernier, et puis jusqu'au début du mois de janvier.
ce lac entièrement vidé ou quasiment entièrement vidé a redégagé des espaces anciennement occupés qui ont été décapés de leurs terres agricoles. On voit ici hein, l'apparence que ça a. Il n'y a plus que le sol naturel, enfin le sol géologique, toute la terre arable a été enlevée par le lac, par les battements de la rive, et apparaissent donc dans le sol tous les vestiges archéologiques. Alors par exemple, ici à Mourant-Morvan, un très gros site du premier âge du fer qui a été identifié par un voisin qui nous a emmenés. Là, il y a un site d'environ 1 hectare avec plein de mobilier céramique, et puis en se promenant, on trouve également du silex, des périodes un peu plus anciennes lignolithiques. Donc ponctuellement, hein, donc, il y a moyen de faire des prospections terrestres en Morvan, même si ça reste un petit peu compliqué. L'autre méthode utilisée depuis une vingtaine d'années par les archéologues, c'est les méthodes, on va dire, de prospection magnétique et électrique dans le sous-sol. Alors, je ne vais pas vous faire un cours dans ce domaine-là, mais pour vous signaler qu'effectivement, on a mis en œuvre ces méthodes dans les terrains, en particulier du Piémont du Morvan, mais elles sont relativement peu efficaces dans la mesure où les méthodes électromagnétiques, comme les méthodes électriques, nécessitent des contrastes. Or, pour des bâtiments construits en pierre locale, ou pour des fossés comblés de terre locale, on a peu de contraste. Et en plus, pour ce qui est du magnétique, le terrain naturel du Morvan est naturellement magnétique, donc on a des grosses difficultés à identifier les sites. Alors, je vous ai mis seulement ici à l'image 2 sites sur lesquels on a eu quelques résultats, toujours en Piémont, hein, à Lézy et à Montlon. À gauche, vous pouvez voir en blanc le fossé d'une ferme gauloise à côté de la Grande Verrière, hein, et puis à droite, un petit sanctuaire gaulois et romain sur la commune de Lézy. Alors surtout documenté d'ailleurs par les prospections terrestres, mais on reconnaît quelques éléments de fossés, de fosses. Bref, rien de véritablement exceptionnel. Les méthodes électriques, elles aussi, n'apportent pas grand-chose. Hein. Quelques éléments qui sont sortis d'une villa romaine, allez-y encore. Donc, voilà, c'est des méthodes qu'on ne peut pas mettre en œuvre de manière systématique dans le Morvan pour avoir de la densité de données, trouver beaucoup de sites. On peut ponctuellement le faire sur quelques sites archéologiques intéressants pour avoir des plans ou des éléments de détail, mais on ne pourra pas le développer plus que ça. Alors l'autre méthode qui a été très largement développée en Bourgogne, c'est la prospection aérienne. Vous connaissez tous le principe. En particulier les céréales vont, en cas de stress hydrique, en cas de sécheresse, avoir des comportements qui vont être variés en fonction de là où se trouvent leurs racines, à l'aplomb d'un mur enfoui ou à l'aplomb d'une fosse remplie de bonne terre ou à l'aplomb d'un terrain géologique. On voit sur cette image tout à fait caractéristique de ce qu'on trouve normalement, on va dire, en Bourgogne-Franche-Comté, quand il fait sec, comme ici en juin 2014. On voit, la voiture fait l'échelle ici. On voit ici une villa romaine de taille tout à fait un peu supérieure, on va dire, mais pas fantastique non plus. Et on voit qu'à l'aplomb des murs, eh bien, le blé va jaunir tout de suite, va mûrir, alors qu'ailleurs, il va rester vert. Donc il suffit de voler au bon endroit pour avoir des plans de sites archéologiques. Ici, donc des murs, mais on peut également avoir l'effet inverse, hein, avec des fossés qui vont se révéler, comme on voit sur cette image, qui vont se révéler cette fois-ci par du blé qui va pousser plus longtemps et qui va rester vert plus longtemps. Donc ce principe, naturellement, il fonctionne partout. Il faut malgré tout 3 paramètres. Le premier, c'est une culture qui va être révélatrice, qui va être sujette à ce stress. Les céréales, c'est le mieux. Donc, on voit bien tout de suite qu'en Morvan, ça va être compliqué. Mais les pâtures, c'est pas mal non plus. On va avoir des résultats qui sont tout à fait intéressants. Il faut également des stress, en particulier des stress hydriques, des sécheresses. Et là encore, le Morvan est heureusement mal placé, même si on a eu des sécheresses redoutables en 2019 en particulier, puisqu'on a malgré tout toujours un petit peu d'humidité plus qu'ailleurs, et donc des résultats qui sont moins bons dans les terres d'altitude que dans les piémonts. Et puis, évidemment, le troisième paramètre, c'est qu'il faut avoir également, on va dire, la lisibilité et la capacité de survoler les espaces. Sur le Morvan, évidemment, beaucoup de forêts, beaucoup d'espaces qui sont invisibles de cette façon-là. On a parlé tout à l'heure des zones de survol aérien. Vous savez que depuis 1 an et demi, hein, la zone Roméo 5, donc militaire, s'est étendue à tout le Morvan. Et donc, on a des très très grosses difficultés aujourd'hui à survoler le Morvan à cause donc, de cette OPA des militaires. Donc voilà les types d'avions qu'on utilise. Hein. Donc, moi, j'ai des financements pour la Bourgogne, la Franche-Comté et la Champagne. Je suis quasiment le dernier à faire de la photographie aérienne en France. Et donc, c'est des appareils, des aéronefs tout à fait habituels, et puis des appareils photo normaux. Hein. Et on fait des vols à 2500 mètres d'altitude.
Et voilà ce qu'on peut trouver effectivement sur les pâtures du Morvan et de la périphérie. On est à Havray, alors je veux dire, Havray, oui, c'est géologiquement dans le Morvan, mais c'est quand même un peu plus bas, on est autour de 350 mètres d'altitude. On voit ici donc apparaître une villa romaine tout à fait caractéristique avec son bassin qui est encore vert, puisque la sécheresse ici de 2019 a laissé de l'humidité dans un bassin, donc le bassin d'agrément de la villa. C'est pour ça que l'herbe est encore verte. On voit même le fossé d'évacuation. On voit quelques fosses de plantation d'arbres devant. Et puis vous voyez à l'arrière, tous ces résilles blanchâtres, c'est les murs de la résidence de cette grande villa. Il y a certains sols d'ailleurs de mosaïque qui empêchent l'herbe de rester verte. Donc on voit s'étendre par ici et par là les communs, les bâtiments agricoles de cette grande villa qui est au sol dans les taupinières, un fourni immobilier d'époque romaine. Donc on a la possibilité de trouver des sites archéologiques également grâce à la photographie aérienne dans nos terres qui ne sont pas labourées. On peut également trouver l'inverse, c'est-à-dire des fossés qui vont apparaître lorsque la sécheresse est ultime. C'était le cas en juillet 2020, vous vous rappelez tous. Voilà ici les terrains dans les vallées du Ternin à La Selle-en-Morvan. Donc là, on est déjà dans les vallées à l'intérieur du Haut-Morvan. Et on voit que dans cette pâture, tout est mort, tout est grillé, sauf à l'emplacement de quelques carrés, qui sont tout bêtement les fossés comblés de bonne terre, un peu plus humides, de tombes gauloises. Comme on en trouve un grand nombre, environ 5 ou 6 par commune maintenant dans ce secteur de l'est du Morvan, mais aussi de tout l'ouest et de tout le nord. Voilà quelques autres exemples pris à d'autres moments de sécheresse importante, août 2018, juillet 1989. On voit ici des grandes tombes gauloises à poil, juste au pied du Beuvray, apparaître soit dans des pâtures, soit dans des luzernes. On peut également identifier à travers la forme d'autres types de sites, ici par exemple une ferme gauloise à Achide, dans un des rares champs labourés du secteur, ce qui nous laisse entendre évidemment la densité de sites archéologiques qui nous échappe parce que les terrains sont non révélateurs. Donc comment peut-on savoir que c'est une ferme gauloise ? Déjà parce qu'il y a une forme assez caractéristique, ce grand quadrilatère, vous voyez, d'environ 60 mètres de côté, des fosses au milieu, puis quand on se promène dans ce champ après la récolte, on trouve de la céramique gauloise, des amphores, d'apportation également venue du monde méditerranéen. Donc c'est ce type de vestiges, on va les trouver finalement à peu près partout dans le Morvan, mais comme je le rappelle ici, avec une très faible rentabilité par rapport aux autres secteurs, puisque les zones de pâture du Morvan ou de l'Autunois ou encore de l'Aussois occidental, évidemment, sont beaucoup moins adaptées que les plaines de Lyon ou du Nivernais ou encore des plateaux de la Côte d'Or. Donc ça va attirer évidemment le photographe aérien. Et notre chance finalement depuis 2011, c'est qu'à côté des prospections aériennes en avion, on a la chance de disposer des d'orthophotographies qui sont livrées par différents producteurs tels que l'IGN, qui sont capables de dépouiller, sans voler en quelque sorte, de dépouiller les fonds à partir du moment où ils ont été pris à un bon moment. Par exemple ici à Saint-Prix, donc juste au pied du Beuvray, à la limite de Guyon-Glen, on peut voir ici dans cette pâture le tracé de la voie romaine et puis les bâtiments d'une agglomération d'époque romaine, qui livre pas mal de mobilier au sol, et qui était, on va dire, connu au sol, mais absolument aucun élément de plan. Je ne sais pas d'ailleurs que ça se poursuivait dans cette parcelle. Donc on a quand même des découvertes possibles, et puis en haut à gauche, vous voyez une nécropole gauloise à Montranlais, en Côte d'Or. Alors, à côté évidemment de ces méthodes qui, on le voit, sont partiellement inadaptées, je peux j'avais une autre illustration. Oui, voilà, j'avais fait une illustration où j'ai pointé sur la carte de la Bourgogne, Franche-Comté et Champagne tous les petits points bleus qui sont les sites découverts en une quarantaine d'années dans ce secteur-là. Donc on voit l'immense densité, c'est environ 8900 sites qui ont été trouvés, je parle de sites totalement inédits, et c'est environ 15 000 sites photographiés sur ce secteur de 10 départements. Donc c'est une méthode extrêmement rentable. Tous les ans, on rajoute, bon an, mal an, les années favorables, ce qui n'est absolument pas le cas de cette année, puisqu'il pleut beaucoup trop. On rajoute donc environ 400 sites par an sur ce secteur. Et on voit que dans la zone, on a certaines zones de blanc. On voit le sud des Vosges, on voit le massif du Jura, on voit également une partie du Charolais, on voit également la forêt de Chaux, et puis on voit le Morvan. C'est pas dû évidemment, la forêt d'Aude, très bien aussi,
Et on voit que ces zones de vide ne sont pas dues finalement à un manque d'occupation, mais à notre incapacité finalement à détecter les sites archéologiques par cette méthode de photographie aérienne à cause de la couverture essentiellement forestière de ces régions. Même si par certaines années, alors le Jura pose les mêmes problèmes, certaines années ont coup de chance, coup de malchance pour les agriculteurs et la nature. En 2019, très grave sécheresse également en Jura, on a trouvé plein de fermes romaines jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Alors l'autre particularité du Morvan, c'est de disposer évidemment de forêts, et dans ces forêts, de vestiges qui vont être conservés en partielle élévation. Vous avez tous en tête le sanctuaire des sources de Lyon, enfin dit des sources de Lyon, qui n'a rien à voir avec les sources de Lyon. Ce sanctuaire dit des sources de Lyon qui conserve des vestiges partiellement en élévation liés à l'effondrement de ces bâtiments. On imagine bien que ces vestiges archéologiques ils peuvent être facilement identifiés et visibles, mais il faut évidemment pouvoir les visualiser. Voilà ici par exemple la voie d'Autun à Bourges dans le bois de Chantal à Montelon. Le problème de cette forêt, c'est qu'il faut déjà des méthodes pour voir sous la forêt et pouvoir faire des acquisitions, parce que si on fait toutes les forêts à pied, on va y passer des années et puis on ne va pas tout voir. Et de l'autre part, vous connaissez parfaitement la forêt d'Orvandel. Dans cette forêt, si on regarde une carte aujourd'hui de la forêt, il n'y a que 10% de cette forêt qui est effectivement ancienne, dans laquelle les vestiges microtopographiques ont été conservés. Tout le reste, ce ne sont que des pâtures anciennement labourées qui ont été reconquis par la forêt. Donc là, on n'aura jamais aucune capacité de trouver des anomalies microtopographiques puisqu'elles sont arasées par les labours. Malgré tout, donc, des méthodes permettent de visualiser ces différents vestiges, tels que les minières. Vous savez que le Morvan est criblé de minières antérieures à l'époque gauloise, telles celles des Mittais ici à la limite de commune entre Fachin et Glu, ou encore de quelques tumulus, comme ici à Glu-en-Glen. Le gros problème, évidemment, c'est qu'on a ici quelques vestiges qui sont conservés dans les rares zones de forêt ancienne. Vous avez tous en tête les plans de Cassini, du Morvan à l'époque de Cassini. Il y a très peu de forêt dans le Morvan. Tout le reste, donc, c'est-à-dire que dans tous les endroits où il n'y a pas de forêt ancienne, tous ces vestiges ont été arasés et donc ne sont pas accessibles en micro-relief. On a malgré tout, vous le savez, des méthodes, telles que la méthode LIDAR, sur laquelle je ne vais pas trop développer, je ne vais pas trop m'étendre, vous pourrez me poser des questions si vous voulez en savoir plus. Une méthode LIDAR qui permet de cartographier les anomalies microtopographiques au sol avec une précision de l'ordre du centimètre dans le meilleur des cas. Et donc, naturellement, cette méthode, elle est adaptée pour découvrir ces micro-reliefs, ces tumulus, ces voies, ces mines qui sont dans le cœur du Morvan, dans les quelques espaces de forêt ancienne. Et effectivement, on dispose de couvertures lidar de grande qualité dans le secteur, alors pas toutes encore exploitées. On a une première couverture qui a été faite en 2007 autour d'Autun et autour de Bivarac, et puis une autre en 2019 qui n'est pas encore totalement disponible sur la totalité du massif du Morvan. On n'a donc pas pu encore dépouiller, tout du moins de manière systématique. Donc voilà un petit peu comment apparaissent les données. On a ici à droite l'exemple d'une image lidar. Je vous passe les traitements informatiques qui permettent d'avoir ce document. Avec un ombrage artificiel, et on voit apparaître au milieu de chemins, ils sont dans les forêts au-dessus de d'Autun, au milieu des forêts, des traces laissées par les charbonnières, des anomalies qui correspondent à des fossés et des talus anciens. Quand on est dans le bois, je vous ai fait une image prise sur ce talus-là, on ne voit quasiment rien, on voit un vague micro-relief, un vague trou, et pourtant quand on se promène dans ces éléments-là, on gratte sous la mousse, on va trouver des vestiges. Ici, en l'occurrence, on a trouvé de la céramique, donc de l'époque de Vis, pour nous dater cette enceinte qui domine la dépression de la route. On peut trouver également des vestiges que l'on trouve en photographie aérienne, comme par exemple des nécropoles gauloises avec des petits enclos quadrangulaires, comme je vous ai montré tout à l'heure à la Selle en Morvan. On peut les trouver également en sous-bois, et on voit ici, à travers cette image lidar, donc un chemin moderne, des traces d'exploitation ancienne, d'exploitation du bois, cet enclos quadrangulaire d'époque gauloise, et on voit l'effet totalement destructeur des méthodes d'exploitation forestière d'aujourd'hui, qui vont résiller le terrain, le défoncer sur 40 cm, et donc là, en 10 ans, on a perdu l'essentiel du patrimoine archéologique qui subsistait dans nos forêts morvandaises. Mais bon, là, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Quelques images encore pour montrer la densité de vestiges dans certains secteurs. Ici, autour de la cascade de Briscou. Alors, géologiquement, effectivement, on n'est pas en Morvan, mais on est quand même un petit peu dans des espaces forestiers et montueux, où on voit, en dehors des traces des routes modernes, des destructions liées à l'exploitation forestière mécanisée. On voit apparaître donc des petits points qui sont des espaces de production de charbon. Et puis on voit également des grosses anomalies, comme ici des vestiges, des traces
de talus, ici aussi des traces de talus. Alors certaines, comme ici c'est une ferme moderne, mais là c'est une grosse villa romaine et là c'est une petite ferme romaine. Donc on a beaucoup de vestige qui peuvent apparaître. À nous évidemment de les identifier sur le terrain. Voilà par exemple ce qu'on trouve en sous-bois. On imagine bien qu'on ne peut pas prospecter tout seul. Il faut du lidar, et c'est comme ça qu'on va trouver donc les puits romains qui apparaissent dans les friches. Ici une piscine romaine, et là des mosaïques qui sortent sous les friches. Alors pour ce qui est pour faire une synthèse un petit peu de ces méthodes de prospection et de la documentation disponible, un petit focus sur l'époque romaine. Aujourd'hui, en tout du moins en 2020, puisque cette carte a maintenant 4 ans, on connaissait environ 12 000 fermes romaines sur les 10 départements qui entourent la Bourgogne-Franche-Comté et le sud de la Champagne. Et on voit que dans ce secteur, on a des zones tous les petits points, c'est un site romain, une ferme. J'ai exclu évidemment tous les autres types de sites. Et on voit qu'il y a des secteurs où il y a des points rouges, ça correspond à la qualité de l'information, des secteurs où les points sont verts, on a une information de moins bonne qualité, mais au moins on va trouver les sites. Et on voit que dans ces secteurs, on va avoir des zones de forte densité, l'Autunois-Morvan, le Nord-Morvan, l'Avallonnais, Tonnerrois, et puis d'autres secteurs ailleurs. C'est lié, vous l'avez compris à quoi? Tout bêtement au fait qu'il y a des gens qui ont mis des bottes, qui sont allés dans les champs et qui ont cherché les sites archéologiques. En d'autres termes, le cœur du Morvan ici est vide de sites archéologiques connus, de fermes romaines connues. Vous avez compris pourquoi. Personne ne les a jamais cherchés. Reste à le faire. Et l'estimation qu'on peut faire en fonction de secteurs prospectés systématiquement, comme l'Autunois, l'Avallonnais, la zone de la terre pleine en particulier, et de la région de Noyères qu'on a prospecté en 20 ans, on a prospecté quasiment 60% du territoire, on peut estimer qu'aujourd'hui, à l'échelle de la région, on connaît à peine 5% des sites archéologiques de l'Antiquité, qui est l'une des périodes les mieux connues avec l'époque médiévale. Donc on voit que je fais bien de former des multiples étudiants, et encore pour des générations et des générations, à parcourir ces secteurs pour trouver des sites totalement inédits et parfois fantastiques. Je vous avais mis une image. Une image des secteurs finalement où on a de la documentation archéologique et on peut attendre énormément du Morvan. C'est pour ça que je vous ai mis cette illustration, puisque sur le Morvan, on a une image linéaire de très grande qualité qui est disponible, sur lequel on va pouvoir commencer à travailler. Je vous montrerai quelques images juste après. Alors, deuxième mais dernière partie, l'Autunois-Morvan révélé par l'archéologie. Qu'est-ce que nous fournissent finalement ces différentes méthodes de prospection pour trouver les sites archéologiques? Vous avez compris, dans un secteur difficile, où les sites archéologiques sont masqués, difficilement révélables, et donc on a beaucoup moins d'informations que sur les secteurs périphériques, terre pleine, au soie en particulier. Alors je ne vous apprendrai rien en vous signalant que si on remonte dans les périodes anciennes, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un panorama global, mais je voulais malgré tout vous rappeler que quand on commence à aller dans les champs, quand on commence à suivre les travaux forestiers, eh bien on trouve des mobiliers de toutes les périodes, en particulier du paléolithique. On a trouvé donc des sites paléolithiques moyens, des sites même paléolithiques supérieurs, donc de l'époque des grandes glaciations, y compris en altitude, puisqu'on a trouvé des lames magdaléniennes au sommet du col de la Gravelle, je pense que vous voyez où c'est, qui est à 770 mètres d'altitude. Donc on peut trouver des sites paléolithiques dans nos régions avec des très beaux silex, comme vous en avez à l'écran. Les sites néolithiques également sont bien présents, même si difficilement identifiables, tels cette grande lame trouvée à Arleux, ou encore différents sites, différentes enceintes qui sont connues dans le secteur, malheureusement essentiellement dans les zones périphériques du Piémont. Celle d'Autun est très connue, mais on en trouve tous les ans des nouvelles. Vous voyez, comme celle de Cordès que je vous ai mis ici à l'écran, mes petites flèches vous indiquent le tracé de cette enceinte. Ou encore au nord du Morvan, à Vaudeluny, dans la Vallonnais, une superbe enceinte néolithique moyen, donc qui remonte à 4500 ans avant Jésus-Christ. Donc ça pour vous signaler que logiquement, il devrait y en avoir dans le massif du Morvan, mais on n'arrive pas à les identifier à cause des vestiges ténus. Alors, je vous avais promis donc de parler essentiellement de l'époque protohistorique, donc époque gauloise et époque romaine. Pour vous signaler que ce qui est le plus visible finalement dans nos régions, ce sont les éléments qui vont marquer le territoire, en particulier les espaces funéraires, les monuments funéraires, circulaires pour la première période, âge du bronze et premier âge du fer, donc en gros entre 1500 et puis 400 avant Jésus-Christ, puis carrés à partir de 400 jusqu'à l'époque romaine. Donc c'est comme ça qu'on arrive à les dater au premier coup d'œil. On en découvre essentiellement grâce à la photographie aérienne, mais là encore, surtout dans les zones de Piémont, là où les céréales ou les graviers
comme à Montelon, hein, les graviers de fond de vallée, vont révéler les fossés de ces grands monuments. Et on a des difficultés à les trouver dans le Haut-Morvan pour deux raisons principales. Vous avez compris qu'on a du mal à faire de la photographie aérienne sur ces secteurs, mais aussi parce que les tas de pierres, il y en a énormément, et qu'un tas de pierres liées à l'épièrement et un tas de pierres liées à la mise en place de tombes, eh bien, il n'y a rien qui se ressemble plus que ça. Un exemple parmi des dizaines et des dizaines, malgré tout, un grand tumulus fouillé dans les années 1840, non 1870, pardon, à Saint-Germain-des-Champs, donc c'est à côté de Carré-les-Tombes, qui a révélé un grand nombre de sépultures. Et, on voit d'ailleurs que les fouilleurs ont fait une tranchée, ils ont trouvé des sépultures seulement dans leur tranchée. Hein. Le lieu-dit d'ailleurs est comique aujourd'hui au cadastre qui s'appelle le Tout Moulu. Je pense que c'est une traduction morvandaise de tumulus. Alors, malgré tout, l'altitude permet de développer un certain nombre de types de sites qui sont tout à fait caractéristiques de cette période protohistorique, plutôt âge du bronze et premier âge du fer, hein, contrairement à ce qu'on imagine. On a toujours imaginé que les Gaulois étaient en hauteur. Alors, en fait, à l'époque de la conquête, hein, les sites de hauteur sont extrêmement rares et peu nombreux. Ils sont plutôt caractéristiques des périodes néolithiques et de l'âge du bronze et du premier âge du fer. Vous connaissez tous hein, le site de Dain-les-Places. En particulier ces deux barrages qui dominent le bourg, eh bien, les images lidar permettent d'en avoir une vision beaucoup plus claire, avec en particulier ce gros barrage hein, qui domine, qui barre les ponts. Il y a également, on peut observer des systèmes de contours qui n'étaient pas visibles, et puis des anomalies topographiques sous les bois de sapin de l'extrême UK. Donc voilà, le lidar peut apporter des éléments complémentaires sur des sites connus, mais permet également d'identifier des sites qui sont totalement méconnus. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, le lidar IGN, le lidar de très grande qualité acquis en 2019 n'a pas encore été dépouillé du point de vue archéologique, mais malgré tout, un rapide survol que j'ai pu en faire montre qu'il y a des sites de hauteur totalement méconnus dans cette région. Par exemple, Goulou, je vous donne quelques exemples, hein, évidemment, un ou deux exemples dans une bonne cinquantaine. Ils apparaissent difficilement. On voit ici, hein, dominant la vallée, ce petit barrage qui barre cet éperon. Même exemple, l'Agen-sur-Cure, pas très loin du lac des Sétons, où on voit ce système de barrage sur une butte dans une des rares forêts pas trop abîmées du secteur. Ah. Quelques mots sur la période gauloise proprement dite, c'est-à-dire celle de la conquête, celle des deux derniers siècles avant notre ère, que l'on connaît très bien maintenant dans les territoires périphériques du Morvan grâce aux très nombreuses photographies aériennes et fouilles préventives. Le Morvan n'a pas encore été touché, mais on peut imaginer évidemment que l'occupation du territoire était similaire à ce qu'on connaît dans les régions alentours, en particulier grâce aux éléments lidar. Alors par exemple, ici, on est dans la dépression périphérique du Morvan, un tout petit peu à l'ouest du massif granitique à Houdan. Voilà l'exemple d'une ferme gauloise typique, telle qu'on peut en voir sur les images lidar. Alors pourquoi typique? La résidence des propriétaires avec ses entrées, et puis les communs, où se trouvaient des bâtiments sur poteaux, de même qu'ici des bâtiments sur poteaux. Et quand on dézoome un petit peu sur cette image lidar, eh bien, on retrouve finalement tout le paysage conservé en forêt. Donc on voit ici hein, la délimitation de la forêt qui a conservé des vestiges archéologiques. Et on voit donc deux fermes gauloises parfaitement en élévation. Hein, quand on va dans le bois, c'est encore 2 mètres d'élévation. Et on voit, je ne sais pas si pour ceux qui sont proches, vous pouvez voir également des résilles, ici, des traces de talus, qui sont en fait les champs de l'époque gauloise, qui sont conservés en sous-bois à force de travailler les champs. Eh bien, des talus se sont formés en limite. Ça, on en connaît dans beaucoup de régions de France, en tout cas du nord de la France. Et donc, elles sont également connues en Nivernais-Morvan, mais de manière évidemment un peu plus distante, puisque les forêts anciennes et les forêts qui conservent ces vestiges, ils sont moins nombreuses. Vous en verrez des beaux exemples sur Domicile-sur-Cure tout à l'heure. On trouve donc ces fermes gauloises également en photographie aérienne. Voilà quelques exemples qui nous montrent qu'on peut les trouver, mais c'est beaucoup moins net que partout ailleurs, évidemment en Bourgogne-Franche-Comté. D'autres exemples encore, essentiellement, vous le voyez, dans le Piémont, et pas trop en altitude. À côté de ces fermes, les tombes. Je vous ai montré l'exemple de la Selle-en-Morvan tout à l'heure, mais en fait, rien que sur la commune de la Selle-en-Morvan, je vous ai pris ici un exemple, hein, on en connaît 5, des nécropoles de ce type-là, et je vous ai mis ici les 3 photos les plus révélatrices, et des enclos comme ça, on en connaît, y compris dans le Haut-Morvan. On a quelques photos sur la Vaude-Frétois, sur Saint-Aignan, de ces monuments. On sait qu'il y en avait une densité énorme. Le tout, c'est qu'ils apparaissent difficilement dans les régions d'altitude. Voilà quelques autres exemples, hein, La Roche-Millet, Luzy, Montelon, qui nous montrent la densité de ces vestiges. En gros, on a une nécropole comme ça tous les 600 à 700 mètres.
Quelques mots sur l'époque romaine. Ne vous méprenez pas sur le terme, vous savez parfaitement que dans la région, les Romains, c'est des Gaulois en jupette. Il n'y a pas de Romains qui sont installés chez nous, il n'y a pas eu de colonisation. Il y a quelques colonies en Gaule, Lyon, Auxte, mais dans nos régions, c'est absolument pas le cas, hein. Tous ceux qui sont Romains sont en fait des Gaulois déguisés, comme nous, on s'américanise. En particulier, ce qu'on va facilement identifier, c'est ces grandes fermes gauloises dont je vous ai montré les vestiges dans les forêts d'Annan, par exemple, qui vont progressivement adopter des modes de construction à la romaine, pierre de construction, maçonnerie, tuiles, et qui vont donc garder le plan de la ferme gauloise, mais qui vont prendre une apparence méditerranéenne. Donc ces vestiges vont apparaître cette fois-ci sous forme de murs, et dans les pâtures ou dans les champs apparaître donc dans nos régions. Alors, je vous ai montré tout à l'heure l'exemple d'Avray, qui est tout à fait caractéristique de ces grands châteaux d'époque romaine, avec la résidence. Alors, je vois que mon échelle a sauté, mais donc imaginez que la résidence ici fait 100 mètres de long entre cette cour centrale et puis les différents corps de bâtiments. Donc, imaginez un petit peu un château comme celui de Tanlay, voilà, c'est le parallèle qu'on peut faire. Et puis les communs. Et des sites comme ça, on en connaît donc dans le Piémont. Il y a des sites bien connus, par exemple à Tinturie, à Lézy, mais on en connaît également dans le Morvan, par exemple à Château-Chinon-Campagne, à côté de Léry, où on a un très beau exemple avec sa résidence et puis les communs. Et quand on se promène sur le site, on voit même le moulin antique qui est au bord de la rivière, totalement arasé, avec les traces d'un barrage. Donc un site tout à fait caractéristique, des fermes un peu cossues. Il y en avait également à Athée, qui est connu à côté de Château-Chinon, on a quelques vestiges en photographie aérienne. Donc des éléments qui sont perceptibles grâce à la photographie aérienne, mais beaucoup moins densément qu'ailleurs. Vous avez compris pourquoi. D'autres exemples un peu plus au nord, dans les terrains granitiques du Morvan, à Domcy-sur-Cure, on voit ici apparaître assez finement la résidence d'un bâtiment dans l'un des rares champs labourés de cette région. On est juste à côté de Bazoches ici. Donc on voit très bien la ligne de ces grandes pièces, des zones qui sont plus blanches, peut-être c'est les mosaïques qui empêchent le blé de pousser, et puis les galeries de chaque côté, les communs s'étendent vers la petite route ici qui va apprécier le mou. J'étais trop rapide encore une fois. La plus grande d'ailleurs, l'une des deux plus grandes villas découvertes en Bourgogne-Franche-Comté, elle est quasi morvandelle, puisqu'elle a été identifiée à Montelon, sous le bourg de Montelon, par la photographie aérienne, mais également par les prospections. La résidence est sous l'église, en gros, et puis les communs ont été révélés par la photographie aérienne. Elle fait environ 20 hectares avec toutes ses extensions. Elle se superpose à une ferme gauloise. La longueur des communs, donc on voit ici par exemple le château actuel de Montelon, que vous connaissez peut-être, hein. Et on voit la taille de la villa, hein. Donc c'est à peu près de la taille, si on la superpose, c'est à peu près la taille d'une fois et demie Vaux-le-Vicomte. Voilà. Mais à côté de ces grandes fermes, ces grands châteaux d'époque romaine, ont également une multitude de petites fermes qui sont essentiellement découvertes dans nos régions par la prospection terrestre, jusqu'en en haute altitude. Hein. On a trouvé plusieurs sites dans le Haut-Folin qui sont difficilement visibles parce qu'ils sont pas mal bouleversés par les travaux forestiers, mais on trouve des petites fermes, souvent en pierre, parfois encore en terre et bois, hein, qui sont révélées par la photographie aérienne ou par les prospections terrestres. Et le ratio qu'on peut faire entre les grandes fermes que je viens de vous montrer et les plus petites, c'est environ 85% de sites modestes, 1, 2, 3 bâtiments, et puis donc une quinzaine de pourcents de très grandes sites, c'est ce qu'on appelait des villas auparavant. On en trouve une multitude évidemment sur nos images lidar, quand elles ont eu la chance d'être reconstruites en pierre, sachant que dans nos régions, hein, pas mal de sites, alors dans le Morvan ça va, ils sont pas mal reconstruits en pierre à l'époque romaine, il y a beaucoup de secteurs, en particulier de la périphérie, où la terre et bois continuera à être systématiquement utilisé à l'époque romaine. Donc voilà quelques exemples, rien que sur le lidar Autun, une multitude de petites fermes, de quelques pièces, hein, avec quelques bâtiments qui sont visibles sur les images lidar, qui ont été vérifiées au sol, c'est bien de la céramique et du mobilier romain qui sort. Je vous ai parlé tout à l'heure de Domcy-sur-Cure. Voilà une image assez remarquable dans une des rares forêts qui n'a pas encore été ravagée par l'exploitation moderne. On voit donc ces résilles de champs. On est au-dessus du réservoir d'Amnée du Crescent. Enfin, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous voyez peut-être où on est. Donc au bord de la vallée de la Cure qui passe ici. Et sur les plateaux, sur les montagnes qui dominent cette vallée de la Cure, eh bien, on voit au milieu des chemins modernes, des limites de parcelles actuelles, eh bien, toute cette résille de talus qui sont les champs d'époque romaine, avec même les tas d'épièrements qui peuvent être comptés. Une ferme romaine au milieu, enfin une petite ferme minuscule romaine. Hein. Donc on a ici finalement une photographie sur une centaine d'hectares
de ce quoi ressemblait finalement le paysage du Morvan à l'époque romaine, finalement pas si éloigné des photographies qu'on peut avoir des années 1910-1920, avec un territoire avec très peu de forêts et beaucoup de haies entre ces petites parcelles et un habitat dispersé systématique. Alors, je parlais d'habitat dispersé, je parlais de 1910. En fait, il y a un autre élément qui est assez caractéristique dans notre prospection, c'est qu'on s'aperçoit que très souvent, ces établissements romains, enfin d'époque romaine, vont être occupés sur la longue durée et souvent donner naissance à des habitats médiévaux. Donc, on va retoucher, finalement, on va arriver à faire la jonction avec nos sites médiévaux. Alors, on a souvent du mal à voir la période du Haut Moyen-Âge. Par exemple, de nombreux exemples nous montrent la superposition entre des sites d'époque romaine et des sites du Moyen-Âge, quasiment exactement. Vous voyez ici un exemple dans les forêts au-dessus d'Autun, où on voit ici deux petites fermes en sous-bois. Vous voyez les vestiges qu'il peut y avoir, hein, c'est quand même pas bien visible. Je ne vous donnerai pas l'endroit exact parce que c'est un coin girolles. Mais on voit même les chemins qui accèdent à ces différents éléments. Et sur ces sites, on trouve communément ensemble de la céramique romaine et de la céramique du Moyen-Âge qui montrent la pérennité finalement de l'occupation dans nos régions. Et ça, c'est un caractère vraiment remarquable qu'on a pu observer de manière assez systématique dans la partie sud du Morvan, où on a beaucoup prospecté, en particulier sur la commune de Saint-Prix, commune de Saint-Léger-sous-Beuvray, commune de la Grande-Verrière. Vous voyez, par exemple, dans ce secteur ici, dans le secteur de la partie est de la commune de Saint-Prix, on a parcouru toutes ces parcelles, et puis on a trouvé 3 sites d'époque romaine, et systématiquement, ils sont associés à une ferme médiévale, et on a du mobilier du Moyen-Âge associé sur ces sites. Donc on a l'impression d'avoir une pérennité véritablement de l'occupation dans ces secteurs, et ce qui est tout à fait intéressant pour ceux qui s'intéressent à la toponymie, et ce qu'on a pu écrire sur le Morvan. Vous voyez que les 3 lieux-dits, les Barbiers, les Blanchots, Vermenot, c'est des termes totalement modernes, qui rappellent finalement les familles actuelles, enfin du 7e, 18e siècle. Donc la toponymie n'est d'aucune aide en Morvan, puisqu'elle va nous donner des noms modernes à des sites qui sont en fait millénaires. Pour terminer sur cette question donc, de l'époque romaine, on a, en tout cas du monde rural à l'époque romaine, n'oublions pas qu'on en est au début de nos travaux, on a malgré tout l'impression d'avoir un Haut-Morvan montagnard qui est essentiellement caractérisé par des petites fermes, avec des occupations à fréquentation relativement longue, plusieurs millénaires, vous le voyez, c'est pas systématique bien sûr, et puis un piémont qui va être caractérisé par cet aspect beaucoup plus mixte, des très grosses fermes, des petites fermes, et puis des très grandes villas, en particulier celle de Montlon, qui est l'une des plus grandes de l'Est de la France. Alors, on ne peut pas aller beaucoup plus loin sur les modalités d'exploitation, même si, grâce à nos prospections, on voit que la plupart des terrains sont caractérisés par la présence d'épandages de mobilier antique, ce qui laisse à penser qu'il y avait la culture liée à l'épandage de fumier assez systématique, donc une agriculture assez intense. Je terminerai ma présentation en vous signalant qu'il n'y a pas que des fermes dans nos régions, il y a également d'autres types de sites, en particulier des sanctuaires. Alors, révélés, là encore, par les fouilles anciennes, tout le monde pense au sanctuaire des Sources de Lyon, mais il y a également par la photographie aérienne. Voilà par exemple les photographies aériennes faites à Lanty, donc à côté de Saint-Honoré, où on voit donc apparaître très clairement le plan caractéristique d'une galerie périphérique et puis d'un temple à plan centré au milieu. Et puis, comme c'était dit tout à l'heure, je fouille actuellement donc, depuis 2019 un sanctuaire tout à fait caractéristique, sanctuaire gaulois et romain, d'environ 1,5 hectare. Alors, on est, pour une partie, je suis plus dans le Morvan, puisqu'on est pile sur la faille bordière. À l'est, on est bien dans le Morvan. Et donc, ce temple et ces aménagements périphériques, donc qui forment un sanctuaire complet, sont tout à fait caractéristiques de ce qu'on connaît dans la région. Vous connaissez peut-être le temple à plan centré, identique à celui de Lyon, avec l'accès et puis l'hôtel. La délimitation de l'espace sacré, et tous les bâtiments périphériques. Le tout date de l'époque romaine, mais dessous, on a le fossé d'époque gauloise. Vous avez vu l'image que j'ai prise en début de semaine. Je vais y arriver. Voilà. L'image que j'ai prise mercredi dernier, où on voit l'avancement de mes fouilles, avec le temple à plan centré, son accès, et puis le fossé gaulois, avec tous les étudiants obligés d'être dedans pour faire les chaînes. Donc je vous parlerai, si ça vous intéresse, de ce sanctuaire, de son histoire fantastique, en particulier du trésor rocambolesque qui a été découvert. Dôme-sur-Cure, on est à 2 km du précédent site, on a un autre sanctuaire du même type, donc on imagine la densité de ces sites. Malheureusement, évidemment, on a des difficultés à les identifier tant qu'on n'a pas de champs ou de secteurs facilement accessibles. Donc, pareil, des sanctuaires qui doivent être à peu près tous les 2,5 km dans nos régions,
Vous imaginez ce qui nous manque. Alors, je passe là-dessus pour aller vite. Je terminerai donc ma conférence par le haut du panier, en quelque sorte, les agglomérations, par lequel j'ai commencé tout à l'heure en vous disant qu'il y avait des textes qui nous mentionnaient des agglomérations dans le Morvan. Et effectivement, là encore, on a fait un énorme travail de détection, de prospection avec tout un tas de collègues. Et on a identifié pour toute la Bourgogne-Franche-Comté 280 agglomérations, à peu près, d'époque romaine. Certaines sont énormes, font 200 hectares, telles Mandeur, en Franche-Comté. D'autres sont beaucoup plus modestes et font à peine 1 hectare. Et en fait, sans rentrer véritablement dans le détail de ces agglomérations, le Morvan, comme le reste de la région, sont caractérisés par une urbanisation très précoce. Une première étape à l'époque gauloise pure, on va voir l'apparition d'agglomérations ouvertes. La seule qui soit connue, enfin les deux seules qui sont connues dans la région, c'est celle d'Avallon et celle d'Autun, autour du temple de Janus. La deuxième étant d'ailleurs plus supposée que véritablement identifiée. Une deuxième phase que vous connaissez évidemment, qui est extrêmement courte, 1er siècle avant Jésus-Christ, on a un processus de perchement, mise en place de ces fameuses oppidats dont vous avez déjà entendu parler. Et puis un développement extrêmement fort à partir de la conquête romaine, avec la mise en place de nouvelles agglomérations, en particulier sur les réseaux routiers les plus importants. Et puis, sous l'influence, là encore, des Romains et du monde méditerranéen, développement de cultes liés aux sources et liés à l'eau, puisque les Gaulois ne connaissaient absolument pas ces cultes liés aux sources, contrairement à ce qu'on nous raconte parfois, et donc l'apparition des sanctuaires thermaux, dont celui de Saint-Honoré. Quelques images pour vous rappeler que l'agglomération la plus proche d'ici, c'est celle d'Autun, époque romaine bien connue évidemment, mais dans la partie nord de la ville, sous le temple de Janus, on a une multitude d'indices qui nous laissent supposer l'existence d'une agglomération gauloise bien plus ancienne, puisque les sanctuaires remontent au IIe siècle avant notre ère. Et la ville, elle, est bien de fondation d'époque romaine. Voilà le plan le plus actualisé. La ville gauloise, enfin l'agglomération gauloise serait donc au nord du temple de Janus. Le seul exemple vraiment bien documenté, c'est celui d'Avallon, sur lequel les fouilles préventives et les prospections diverses ont permis de bien identifier la phase initiale d'une agglomération de plaine à l'est de la ville, et puis à l'époque de Bibracte, la ville se déplace sur l'éperon, il y a un rempart qui va la protéger, et c'est sur cette ville protégée que se développera la ville romaine, qui donne naissance à la ville médiévale et la ville actuelle. Donc il y a bien une filiation entre ville gauloise et ville romaine à Avallon, qui est mieux connue grâce à toutes ces fouilles actuelles. Il y a pas mal d'opérations dans ces dernières années sur Avallon. Donc le cas de Bibracte, finalement, il est assez exceptionnel, vous le saviez déjà, puisque c'est une ville champignon créée très très tard, à la fin du IIe siècle, fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui sera abandonnée à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Exceptionnelle aussi parce que finalement, elle n'est pas liée à une agglomération de plaine, c'est une espèce d'ovni en quelque sorte, alors qu'on croyait jusqu'à très récemment que c'était l'exemple type de l'agglomération gauloise. C'est en fait un exemple un petit peu unique. Alors je progresse en vous disant qu'autour de Bibracte, les prospections ont également permis de découvrir des agglomérations secondaires, une que vous connaissez certainement grâce aux travaux des sources de Lyon de plusieurs personnalités de l'Académie du Morvan. On connaissait en particulier le sanctuaire des sources de Lyon, quelques vestiges alentours. Les prospections des années 2000 ont montré qu'en fait on était face à une agglomération d'époque gauloise, contemporaine de Bibracte, de la taille de Bibracte, environ 200 hectares, qui a fait l'objet de quelques fouilles, en particulier d'ateliers métallurgiques, et le sanctuaire est actuellement en cours de fouille. Donc on trouve des agglomérations en haute altitude. Pourquoi est-elle là? Tout bêtement parce que c'est là que se croisent toutes les voies qui viennent de Bibracte et qui permettent de se diriger vers Avallon, vers Alésia ou vers la Loire. Et l'autre élément qui va effectivement déterminer le développement d'agglomérations en Morvan, c'est la création de voies importantes à l'époque romaine, dont l'une, la voie dite de l'océan, relie Lyon au territoire des Bellevaques et de l'Ambianie et qui permettait d'aller en Grande-Bretagne. Et cette voie-là, qui est mise en place dans les années 20 avant Jésus-Christ, eh bien, elle va générer de nouvelles agglomérations dans le Morvan. Elle est tout à fait reconnaissable, cette voie, parce que c'est un travail d'ingénierie, c'est comme une autoroute, avec la bande de roulement et les deux fossés d'expropriation, donc comme le grillage de l'autoroute en quelque sorte. On voit ici d'ailleurs qu'elle est parallèle à la route moderne dans Lyon. Et cette voie, eh bien, elle traverse tout le centre de la France, et en particulier le Morvan. Alors on la reconnaît grâce à ses vestiges. Donc voilà, par exemple, à La Roche-en-Brogny, on voit parfaitement le tracé de cette voie.
la bande de roulement, et puis les deux fossés d'expropriation, dans lesquels sont extraits les matériaux, c'est pour ça que c'était plus vert, hein, sont extraits les matériaux pour former la bande de roulement. Alors cette voie, on la retrouve sur tout son tracé. Vous voyez ici, par exemple, à côté de la grande scierie de la Roche-en-Brenil, on voit la route moderne, qui reprend à peu près le même tracé, et puis le tracé de cette immense autoroute romaine, qui a été tracée, on le voit ici aussi, à côté de la route moderne. Donc c'est pas pile sous la nationale 6. On la voit encore un parle régulier, on voit encore les mêmes vestiges. Donc cette voie, elle va déterminer la création de la ville d'Autun, puisque c'est sur son tracé qu'on va décider de créer cette nouvelle capitale des Édouins. Et à côté de cette, on voit le tracé ici de cette voie qui contourne donc le cœur du Morvan, et passe par Saulieu et Avallon, et va nécessiter finalement le transfert de Mubrac à Autun, et va générer finalement le développement de nouvelles voies plus secondaires, les voies qui sont en vert, qui vont elles aussi générer à nouveau la création de petits groupements, en particulier une des voies qui nous intéresse ici particulièrement à travers le Morvan, celle qui va en direction de Bourges, et qui est obligée de parcourir le col des Paclins, donc, qui est à 680 mètres d'altitude environ, et sur ce col des Paclins, et donc nécessité évidemment d'avoir des haltes pour pouvoir changer les animaux de trait, également pouvoir se restaurer, manger, dormir, dans la côte un peu longue. Et on a trouvé donc 3 agglomérations successives, en plus de celle d'Arleuf, hein, une au pied d'Arleuf, en plus des Bardions, ils sont intervertis, Arleuf devrait être à droite. Et en particulier celle des Arbonnes, qui est... qui est particulièrement connue. J'ai interverti 2 images, c'est pour ça que je suis un peu perdu. Et puis également, cette grande voie qui va en direction du nord, elle aussi, elle a généré des agglomérations importantes. Vous voyez ici, par exemple, la section entre Autun et Saulieu, où on voit le développement d'une grosse agglomération à Brasan-Morvan et une grosse agglomération à Mâcon, sans parler de Saulieu, Mâcon, Saint-Martin-de-la-Mer. Voilà l'exemple, par exemple, de l'agglomération romaine de Brasan-Morvan, c'est une découverte très récente, hein, c'est 2022, où on voit le long de la voie une multitude de murs, et en particulier un sanctuaire, et le tout s'étendant sur environ 2 km de long. Donc c'est visible uniquement dans les pâtures, hein, les taupinières livrant du mobilier archéologique. Donc on en a certainement d'autres qui nous manquent le long de ce même tracé. Voilà quelques images, je passe. Donc ces voies secondaires, je vous ai montré les voies principales. Les voies secondaires, on voit, voilà à quoi elles ressemblent en Morvan, avec les fossés bordiers, mais pas aussi larges, hein, et puis les bandes de roulement, et qui vont donc également être visibles plus au nord, ici à côté de l'Orne, la grande voie qui permet d'aller en direction de la Loire. Et comme je vous le disais, donc elles vont générer des petites agglomérations, telles celles de la voie d'Autun à Bourges, avec la succession de ces petites agglomérations. Alors celles qui sont bien connues aujourd'hui, c'est donc celle de Roussillon-Morvan, qui a été bien étudiée, celle de Grandjol, celle naturellement autour d'Autun et puis à lui. Et puis on a quelques sites où il y a du mobilier archéologique, mais c'est sous les villages, par exemple à la Seine-en-Morvan, à Arleux-les-Paclins ou à Arleux-Bourg, où on suppose d'autres groupements avec un espacement qui est entre 2 et 5 km, ce qu'on a sur les autres voies partout ailleurs en Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça explique évidemment le développement de cette agglomération des Bardiaux, c'est là qu'on la comprend, parce qu'elle est justement sur le tracé de cette voie, au pied des cols. Elle fait en quelque sorte le miroir de l'agglomération des Arbonnes sur la commune de Roussillon-Morvan. Quelques mots de l'agglomération d'Arbonne, qui n'est connue uniquement par les prospections aériennes, environ 10 hectares, qui livre un très abondant mobilier au bord de la route, donc la route moderne passe ici, juste avant d'entrer dans le bois, et on a le tracé de la voie romaine, et tout ce secteur-là a été largement bâti à l'époque romaine, c'est plein de puits, plein de cailloux, ce qui embête bien les agriculteurs d'ailleurs, et plein de céramique romaine. Vous parliez tout à l'heure d'agglomérations plus modestes, sur des voies plus modestes, comme celle des Chaillots, hein, à Saint-Prix, là encore, qui a livré pas mal de mobilier. Et puis au nord, dernier point, d'autres agglomérations sont connues le long de voies plus modestes, en particulier la petite voie par laquelle j'ai commencé mon discours, la voie d'Amiens-Marcellin, celle qui relie Autun à Saint-Moré, qui, au nord de l'Orne, est bien connue, hein, qui a généré le développement d'agglomérations tout à fait intéressantes, comme celle de Donzy-sur-Cure,
qui a produit énormément de céramique diffusée dans toute la Bourgogne au IIe et au IIIe siècle, ou encore les agglomérations de pierre perfide dans les bois, trouvées là encore grâce au Ligard. J'en arrive donc à ma conclusion, enfin, parce que j'imagine que vous avez faim, pour vous dire que finalement, le Morvan reste une région mal connue. Les 20 dernières années de prospection, finalement, qui ont eu lieu, ont buté sur des limites méthodologiques un peu importantes. L'absence, finalement, de terrains labourés qui permettent l'utilisation de la prospection terrestre et de la prospection aérienne. La faiblesse des forêts anciennes qui limitent l'utilisation du lidar. Ou encore la faiblesse des développements économiques actuels qui limitent les fouilles préventives, tout cela fait finalement que ce secteur-là, il reste moins connu. Malgré tout, vous avez vu qu'au nord, dans la Valonnais, au sud, dans le Tout-Morvan, eh bien, on avait réussi à faire des prospections un peu systématiques qui nous confirmaient que la densité du peuplement il était forte, similaire à ce qu'on y a ailleurs, environ un site Boulois-et-Romain tous les 300 à 500 mètres, et que cette densité, elle était importante en piémont, mais elle était également visible jusqu'aux altitudes ultimes, hein, puisque le site romain le plus connu, petite ferme d'époque romaine le plus haut en altitude qu'on connaisse, c'est 820 mètres en Morvan. Donc on est quasiment au sommet. On peut également montrer une autre caractéristique de ce territoire morvandio, c'est la pérennité finalement des occupations, avec alors, des difficultés pour dater le Haut Moyen-Âge. Malgré tout, on voit la superposition assez systématique entre fermes d'époque romaine et puis villages ou hameaux ou fermes d'époque médiévale et moderne. Vous avez compris qu'aujourd'hui, évidemment, la petite conférence que je vous fais, elle n'est qu'un point d'étape, et on a encore devant nous 90 à 95% des sites à découvrir. Encore, je ne vous ai parlé que de l'époque romaine. Imaginez ce qu'il y a à découvrir pour les périodes plus anciennes ou plus récentes. Voilà, je vous remercie. Donc, donc, merci bien, Pierre. Donc, vous avez vu l'étendue des découvertes et puis le changement. Merci bien pour les maîtres de la lumière. Pierre, il faut que tu nous dises quand même, allez, quelques minutes, le trésor invraisemblable de Coin. Parce qu'on va aller de Coin, vous avez vu le site, jusqu'au Getty Museum. Donc, ça mérite quand même que tu me donnes quelques... Oui, alors, effectivement, ce n'était pas la commande que tu m'avais faite, je l'aurais fait bien volontiers. Je pourrais le faire d'ailleurs à une autre occasion. Ce trésor de Coin, il a été découvert illégalement en 1977. Alors, pourquoi le sait-on ? Bien parce que le découvreur dit un inventaire précis de ces données. Il avait également fait un plan du trésor tel qu'il l'avait découvert en une fosse, environ 2 mètres de côté. Du lieu également où il l'avait découvert, ce lieu dit Coin, qui commémore l'État, on a déjà présenté à plusieurs expositions, mais on va faire une exposition importante en février-mars prochain à Avallon sur toutes ces pièces. Le trésor était composé d'environ 80 pièces différentes, dont 35 statues. La plus grande de haut. C'est en quelque sorte la richeur à cette identification, la plus datée, puisqu'il y a plein de monnaies après Jésus-Christ. Dans les années 380, le site est totalement détruit, de même que la plupart des sanctuaires de la région, d'ailleurs, contrairement aux fermes, qui ne sont pas détruites. Et donc, suivi par des phases de récupération. Voilà, donc on a tout un scénario, finalement, sur la fin des cultes païens en Gaule. Et pour tout vous dévoiler, on a quelques indices, quelques idées sur les responsables de tout ça. Ce serait peut-être Saint-Martin ou moins de ses acolytes. C'est une histoire. À suivre. Merci. Questions, des commentaires? Vous avez parlé avec illustration de la pérennité de l'occupation des sols. Et il y a une chose qui m'a frappé, vous avez montré une carte. On a eu aussi ce scénario, le Piémont ayant été plutôt occupé par de grandes exploitations en métayage ou en fermage, alors que le Haut-Morvan est plutôt le pays des petites exploitations. Et des naisseurs.
aider. Les sœurs. Oui. Donc ça c'est assez frappant. Les capacités aussi du Morvan, contrairement à ce qu'on dit, c'est des terres qui sont infertiles mais non mécanisables. Donc ça explique peut-être aussi ce morcellement plus important en Morvan. Malheureusement, là, il faudrait des études paléo-environnementales plus fortes et surtout fouiller un ou deux de ces établissements pour avoir une idée précise des activités et des productions qui développaient. Oui, enfin, ça m'avait frappé, mais parce qu'il y a d'autres causes qui peuvent expliquer cette géographie. En particulier les terres du Piémont en sociologie. Alors c'est une piste qui a été développée, hein, effectivement, parce que l'un des sites que je vous ai montré à côté de la cascade de Briscoe, il est de grande taille, assez riche, or il est dans un contexte environnemental extrêmement défavorable, mais il est à côté de la capitale de cité. Donc on voit qu'il y a aussi des paramètres autres qu'agronomiques qui rentrent en ligne de compte, qui permettent le développement de grandes villas, là où il ne devrait pas y en avoir. On a pu démontrer que sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, ces grandes villas, contrairement aux châteaux modernes, ne se développaient pas là où le propriétaire a envie de le mettre, mais uniquement dans les secteurs où il y avait de la variété et d'exploitation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, à moins qu'il y ait des questions là-dessus. Mais en gros, il y a quelques secteurs où on s'aperçoit qu'il y a des grandes villas qui vont apparaître, alors que les conditions, on va dire, agronomiques et environnementales ne devraient pas permettre le développement de grandes villas, et pourtant il y en a. Et c'est toujours à côté des plus grandes capitales de cité. Voilà, dans l'autre sens. Question, allons-y, Bernard. Bonjour. Vu l'ampleur de la tâche pour recenser toutes ces habitations, ces agglomérations, je me dis que ça pourrait faire une belle opération de science participative. Parce que j'ai vu qu'en Angleterre, là, ils avaient fait une opération de science participative à partir des photos aériennes de Google, disponibles, et ils avaient retrouvé des milliers de sites de cette façon. Alors tout à fait, et d'ailleurs on a déposé un projet ANR il y a 1 an et demi qui n'a pas été retenu sur ce projet-là, sur le Morvan, pour le dépouillement des lidars Morvan. Alors en réalité, pour le dépouillement des orthophotographies, c'est un travail qui est systématique et donc qui n'est pas individuel, puisque je n'ai que 24 heures dans ma vie, et donc c'est effectivement un travail qui se fait à une quinzaine de personnes. Il y a des outils en particulier dans ce projet d'ANR qu'on avait pour le dépouillement participatif. On voulait travailler sur des modèles qui sont développés par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui a mis en place en fait des interfaces Internet, hein, qui permet aux citoyens finalement de participer à la recherche, d'enregistrer l'information qu'ils découvrent sur en l'occurrence les orthophotographies ou le lidar, et de suivre un protocole adapté. Bon, on n'a pas été retenu, mais l'idée est toujours présente et effectivement elle me semble fondamentale. Pour 2 raisons. La première, c'est effectivement que la seule façon de protéger ces sites archéologiques, c'est de les faire connaître et de les faire, que la population locale se les attribue. Et comment se les attribuer ? Il faut les connaître, il faut les identifier. Donc en gros, il ne faut pas cacher son patrimoine en se disant, oh là là, les pilleurs vont les trouver. Non, les pilleurs, ils ont trouvé avant nous. Voilà. Non, il faut véritablement que toute la population se les attribue. Et deuxièmement, c'est effectivement le moyen d'avoir une démarche qui soit collective, homogène, et donc de la science véritablement pour produire de la big data. C'est une évidence. Donc, Pierre va vite, mais c'est vrai qu'il fait partie des archéologues professionnels qui ont défendu cette thèse selon laquelle le patrimoine archéologique, il faut le faire connaître. Et c'est vrai qu'on se bat, ça a été mon cas quand j'étais au Conseil national, contre des archéologues qui disent la rareté, l'importance des orchidées. Bien, on peut s'arrêter là parce qu'on va être attendu à Montigny. Pour tous ceux qui mangent avec nous, je vous remercie beaucoup donc, de votre participation. Nous ferons évidemment un compte-rendu. J'ai vu que Didier avait enregistré une grande partie de la conférence. Donc, merci beaucoup à tous et puis à une prochaine réunion ou sinon dans quelques minutes à Montigny en Morvan, pas loin de chez Monsieur Boulle. Donc nous allons découvrir ce nouveau restaurant.